Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 15 novembre 2022. Alors aujourd'hui, ce soir, après une autre journée assez occupée, on se plaint pas, je ne me plains pas, mais j'ai peu de temps pour lire et j'ai peu de temps pour écrire aussi, parce que sur les réseaux, normalement, je suis très, très actif. Mais il faut dire aussi, j'ai pas grand-chose à écrire. Alors, je me force pas, je me sens pas obligé d'écrire, de toute façon. Personne ne m'y oblige. Cependant, je me sens quand même un petit peu obligé de commettre, soir après soir, des vidéos, jugeant que le lien qui s'est tissé avec certains d'entre vous, dans un commentaire que Xavier Albert a fait hier pas sur ma page, mais sur ma chaîne en note de bas d'écran, il me rappelait l'existence de Mike de Pike. Alors, oui, et il laissait sous-entendre que peut-être Mike de Pike avait été à l'origine du fait que je n'ai plus accès à cette première chaîne. Non, c'est carrément moi qui, euh, qui a perdu mes clés virtuelles. Mais peut-être n'est-ce pas ce qu'a voulu dire Xavier. Peut-être ai-je mal interprété son commentaire, mais ça m'a fait drôle de réfléchir à cet étonnant personnage qui était Mike de Pike. Un individu plutôt aux mœurs étonnantes. Alors hier, parlant de mœurs étonnantes, je vais vous révéler un certain nombre de choses ce soir. J'ai donc ce soir, oui, après cette dure journée, cette longue journée, je suis allé chercher encore des livres. La librairie est pleine à craquer, il y a des cartons partout, il y a des piles qui s'amoncellent. Les gens font du slalom autour de ces piles, comme me le faisait remarquer cependant un habitué de la librairie. Au moins les piles, elles sont par thème. L'histoire du Québec, une pile. Les sciences humaines, une pile. L'histoire générale, une pile. L'histoire de la Russie, parce que si vous vous rappelez, j'ai reçu un lot très important de l'histoire de Russie. Et ce soir, donc, je suis allé chercher peut-être facilement quelques centaines de livres, dont plusieurs consacrés à la question autochtone. Et hier, en terminant la vidéo, je vous disais que je vous parlerais, que j'évoquerais avec vous ce soir un thème. Celui suite à la conversation que nous avons eue, Jean-Claude et moi, où il m'avait demandé si j'avais eu l'occasion d'être ratoureux comme un des personnages, le personnage principal de la neuvième porte de Polanski, et je lui avais confié, et par le fait même à vous-même, que je n'ai pas eu l'occasion, je n'ai jamais eu l'occasion d'être ratoureux. Mais ça m'a fait penser que dans certains romans, parce que dans, vous disais-je, la neuvième porte, c'est tiré du roman de Pérez Reverte, Le Club du Mât. Et il y a d'autres romans aussi où il y a des libraires, ou des écrivains. Mais les écrivains, c'est un bon thème pour des romans. Parce que les écrivains ont l'art de couper les cheveux en quatre. Certains d'entre eux ont l'art de se mettre dans des situations embarrassantes. Et, et en fait, avec un écrivain, on peut faire pratiquement ce qu'on veut, d'une certaine manière. Et l'archétype de Tintin, Tintin journaliste, qu'on n'a jamais vu taper à la dactylo, qu'on n'a jamais vu mener une enquête pour son journal, en tout cas, si c'était le cas, rafraîchissez-moi la mémoire. En fait, Tintin est trop occupé à vivre pour écrire. Et au fond, c'est un peu ça dans les romans où apparaissent des écrivains. Les écrivains font tout sauf écrire. Ça serait assez ennuyeux d'ailleurs de, de faire un film avec un écrivain assis derrière son clavier. Ça serait plutôt ennuyeux. Mais cependant, les écrivains
qui ont un esprit assez saugrenu, eh bien, on peut leur faire vivre de multitudes d'aventures. Mais il m'est venu en tête un autre roman policier cette fois-ci. Et où le libraire est également un cambrioleur. Il tient une petite boutique de livres d'occasion. Et il est toujours entouré d'individus qui n'ont qu'en tête des coups fumants. Ah oui, il y a l'autre roman de John Grisham qui se passe dans le monde des librairies. J'ai consacré une vidéo aussi à ce livre de John Grisham qui était très intéressant sur la psychologie. C'était quoi donc le titre? Aïe, aïe, aïe. Le Fitzgerald, le K. Fitzgerald? Je pense que c'est ça, le K. Fitzgerald. Et c'était très intéressant. Et bien là, le libraire est un filou de grande envergure. Et il réussit à dérober des manuscrits très, très, très précieux, dont ceux de Scott Fitzgerald. C'est à vérifier. Mais j'ai lu ce livre-là il y a 3 ans. Normalement, je devrais mieux m'en souvenir. Et donc, ce libraire cambrioleur, Bernie Rodenbar, eh bien, c'est un personnage qu'a créé Laurence Bloch. Alors, c'est des romans policiers, mais plutôt rigolos. Alors, c'est pas glauque, c'est pas des trucs de tueurs en série. C'est plutôt un libraire, cambrioleur, qui dérobe un paquet de trucs et qui se sert un peu de sa librairie comme paravent à ses activités illicites. Mais en même temps, il y a des considérations sur le monde du livre. Il y a des considérations sur la bibliophilie, sur les gens un peu étranges qui parfois entrent dans sa librairie. Et si vous avez envie d'y jeter un œil, je vous recommande la Spinoza Connection, Le voleur qui aimait Mondrian, Le blues du libraire et Les lettres mauves. Alors, et aussi, dans la série aussi des tueurs en série, pour faire un petit bond, un petit saut, il y a Michael Connelly. J'ai lu un seul Michael Connelly et je l'ai lu uniquement à cause de son titre, Le poète. Et là encore, le tueur en série s'inspire d'Edgar Poe pour commettre ses crimes. Alors les personnages littéraires, étant des êtres parfois assez tourmentés, ils offrent de belles avenues à des développements romanesques qui peuvent enchanter le lecteur. J'aimerais bien voir l'adaptation cinématographique parce que Grisham écrit toujours des livres qui vont devenir des succès au box-office. Alors j'aimerais bien voir, en tout cas je vais me presser quand cette adaptation cinématographique le K. Fitzgerald à vérifier va sortir sur les écrans. Alors oui, je vais vous raconter quelque chose. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté. On aime ça, les histoires de libraires. Et comme j'ai peu de temps pour lire et de vous faire part de certaines de mes lectures, il ne me reste que pour seule alternative d'aller puiser dans mon propre patrimoine mémoriel. Alors, il est possible que je radote. Est-ce que je vous ai déjà parlé de cette libraire américaine qui a ouvert une librairie, qui a une librairie à Las Vegas? Sans doute. Ah, j'ai dû vous en parler. Ouais, j'ai une réminiscence, là. Il y a comme quelque chose. Mais, est-ce que je vous avais dit, aujourd'hui, je suis allé avec mon collègue René, le survivant qui a eu le nerf sciatique. Ouais, le nerf, ça se dit ça? Le nerf sciatique qui a été dans un état épouvantable pendant 2 mois. Et nous pensons, en tout cas, j'aime pas trop le penser, mais Fabienne, la femme de mon collègue, pense que c'est à cause de cette expérience-là de cette immense boule de livres là, dans le quartier Saint-Michel. On a extirpé de cette masse informe et monstrueuse environ 20 000 documents. DVD, livres, des livres. Et je vous ai raconté lors d'une
lors d'une de ces vidéos. J'ai même filmé la fenêtre qui n'avait pas vu le jour, en fait, plutôt la pièce qui n'avait pas vu la lumière du jour pendant plus de 20 ans, car les livres, cette masse informe, cette montagne, nous-mêmes avait complètement occupé la pièce. Et je nous revois escaladant, littéralement, sur les livres, allant chercher les plus hauts juchés, prenant bien soin de ne pas tomber soi-même, ou de ne pas recevoir une avalanche de livres sur la tête. Et nous avons fini quand même par y arriver. Mais semble-t-il peut-être que le coût physique pour cet exploit, mon collègue en a payé le prix. Semble-t-il. J'aime pas trop penser ça, mais aujourd'hui, il était guilleret, ravi de retrouver son collègue pour de nouvelles aventures livresques. C'est ça aussi, les libraires. Mais les libraires, il faut les sortir de leur librairie pour en faire des personnages intéressants. Alors donc, il était content et il me racontait, de là le lien avec la libraire de Las Vegas, il me racontait que hier, il avait vendu une assez belle série de livres dont nous nous étions portés acquéreurs ensemble. Mais moi, je lui avais laissé, on a une très très belle entente, lui et moi. Aucune rivalité. Je dirais même pas de l'émulation. On travaille bien ensemble. Et moi, je sais dans quel domaine il œuvre. Lui, il sait dans quel domaine j'œuvre. Et on n'a pas de... Ce ne serait pas possible de faire ce que nous faisons ensemble s'il y avait de la rivalité entre nous. Et on rigole bien. On a beaucoup de plaisir. Alors, je pense que ça, c'est important. En tout cas, je pense que c'est important pour lui. Ça l'est pour moi. Et il me racontait hier, donc, avoir vendu un lot qu'on avait acheté lors de cette chose incroyable aussi, à l'été 2021, fin du printemps, début de l'été 2021, où quelqu'un avait reçu, en tout cas en héritage, des milliers de livres sur Paris. Et l'héritier avait loué un petit entrepôt assez loin en banlieue de Montréal. Il avait loué un petit entrepôt et il avait classé les livres de Paris, certains très anciens, d'autres plus récents, et il les avait classés par arrondissement. Alors, il y en avait des milliers. J'avais jamais vu autant de livres réunis dans un même espace sur un seul sujet, Paris. Et je ne savais pas qu'il y en avait autant. Mais en fait, c'est évident, Paris, c'est une ville qui donne à rêver. Alors cet été, 4000 livres érotiques. L'année d'avant, 4000 livres au moins sur Paris. Peut-être pas 4000, mais au moins 3000. Alors c'est incongru, là. Il y a des choses très étonnantes qui apparaissent. Et donc, ce matin, tout à l'heure, en fait, hier, cet ami collègue me disait qu'il avait fait une bonne affaire en revendant certains livres, mais qu'il avait regretté d'avoir vendu certaines choses, qu'il aurait aimé peut-être les garder. Et là, j'ai compris qu'il avait atteint un niveau supérieur à la folie des livres. Car quand le libraire commence à regretter d'avoir vendu quelque chose, c'est que là, il est entré dans une inquiétante dimension. Et je me suis rappelé, vous allez voir le lien avec la libraire de Las Vegas, je me suis rappelé qu'il y a plusieurs années, lors d'un de nos salons de livres anciens, un de mes collègues aujourd'hui décédé, d'ailleurs, je me demande si ça fait pas très exactement 5 ans aujourd'hui qu'il est décédé. C'est à la mi-novembre. Et ses collègues avaient vendu lors de l'un de nos salons du livre ancien, il avait vendu une fort belle pièce à un prix assez important. Et loin de s'en réjouir, il affichait une mine accablée.
presque renfrogné. Et moi, je l'avais titillé par sa réaction, je l'avais interpellé, lui demandant comment ça se fait qu'il affichait une si grise mine. Et il m'avait dit qu'il n'était pas très content d'avoir vendu son livre. Car ce livre, il ne l'avait plus. Et ce livre-là avait été tronqué pour une somme assez intéressante tout de même. Et là, il m'avait dit cette chose d'un air accablé. Il m'avait dit: l'argent passe, les livres restent. Et bien des années plus tard, je lui ai remémoré cette citation indépassable, cette citation qui mérite d'être inscrite dans le grand livre de l'histoire des libraires. Et il ne se souvenait pas d'en avoir été l'auteur. Et je lui avais demandé si je pouvais me l'accaparer, est-ce que je pouvais faire mienne cette citation, puisque de toute façon, c'était une citation orpheline dont il ne conservait aucun souvenir. Mais, feu mon libraire, feu ce libraire, je ne vais pas vous le citer, mais parce que de toute façon, pour la quasi-totalité d'entre vous, vous avez ignoré l'existence de ce libraire montréalais, qui était plutôt compétent, mais d'un caractère assez revêche. On imagine le libraire aussi grognon. Et les libraires parisiens sont assez grognons, ça je dois le dire. Et les libraires québécois, ils sont plutôt incommunicants. C'est pas eux qui leur viendrait l'idée de faire des vidéos tous les soirs. Ils sont pas tous comme ça. J'en connais moins un qui est pas comme ça. Mais la plupart, ce sont des personnages difficiles d'accès. Ce qui n'est pas mon cas. Et là, j'ai reconnu chez ce collègue ami les stigmates, là, les premiers signes du basculement dans un monde inquiétant, où l'objet livre est infiniment plus important que la liasse de beaux dollars. Et je lui ai rappelé qu'il n'y a pas si longtemps, voilà, on y arrive à l'anecdote, on y arrive à la libraire de Las Vegas. Mais je suis à peu près convaincu que j'en ai déjà parlé. Eh bien, elle, cette libraire-là, elle a 2 librairies. Elle a une librairie à New York. Ah, je suis convaincu, mais c'est pas grave. Bon. Vous savez, j'aime répéter cette formule, le radotage favorise l'intimité. Ces vieux amis qui se racontent sans arrêt les mêmes histoires, ils ajoutent un petit détail ou amplifient un détail laissé volontairement dans l'ombre. Parfois même vont en ajouter pour mettre du piquant à l'histoire, pour éviter de trop ennuyer, mais même l'ennui à deux. L'ennui à deux est aussi un signe d'intimité. On ne fait pas ça avec des gens qu'on veut épater, on ne veut pas les ennuyer. Alors, Fabienne et moi, par exemple, nous radotons beaucoup. Et j'étais ravi de lire dans les mémoires de Simone de Beauvoir que Sartre et elle étaient de grands radoteurs. Et qu'il aimait beaucoup, 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 beaucoup se répéter. Alors, après avoir lu ça, je me suis dit, si des grands intellectuels, comme ces deux-là, sont capables de radoter, eh ben, j'ai toute licence également pour radoter. Voilà, on se sert des faire-valoir que l'on peut. Alors, cette dame qui a 2 librairies, une à New York et l'autre à Las Vegas, je veux dire, ça, je ne crois pas, une librairie de livreurs en plein milieu du désert. On peut imaginer pourquoi. Eh bien, c'est simple. C'est que beaucoup de gens se retrouvent avec des livreurs qui valent assez cher et dont ils ne savent qu'en faire et qui, la plupart du temps, s'en foutent, mais avec une petite vérification sur Internet, ils réaliseront qu'une première édition de Steinbeck ou de Styrons, ça peut aller facilement dans les 5-10 000 $. Si le livre n'est pas déballé de son plastique, parce que beaucoup de bibliophiles
américains qui, lorsqu'un auteur important fait paraître un livre, achètent 2 ou 3 exemplaires et qui vont les entreposer soigneusement et qui, 10, 15, 20 ans plus tard, même s'ils l'ont payé 30$ ou 35$, pourront le revendre 2000, 3000$ à un libraire spécialisé. Le marché de la première édition aux États-Unis, pour les auteurs américains, c'est très important. Alors forcément, on imagine des gens se retrouvant avec des premières éditions dont ils ont hérité et dévorés par l'appât du gain et le prurit du jeu, ils sautent dans leur voiture et traversent le désert et vont proposer à cette dame des livres rares. Et cette dame, de temps à autre, vient à Montréal faire des razzias dans les librairies de livres d'occasion ou lors de notre salon du livre ancien. Et lorsqu'elle apparaît dans le salon du livre ancien, on peut sentir tout à coup l'atmosphère changer. Tout à coup, l'air devient plus dense, l'oxygène se fait plus rare, et chacun retient son souffle en espérant que cette dame s'arrête au kiosque des libraires. Et elle est accompagnée généralement de son assistant, et qui lui tient une petite valise et fait des vérifications. Alors, ce feu libraire avait des lettres originales de Cocteau, avec des petits dessins de Cocteau dans les marges. Et il vendait ça quand même à prix fort, même à un très bon prix. Et la dame en question, eh bien, les a rachetés, Et encore là, la réaction de ce libraire, et là je ne l'ai pas consolé en lui rappelant sa propre formule. J'ai dû vous raconter ça. Mais en fait, ce que je vais vous raconter, c'est que j'ai vu les premières apparitions inquiétantes chez ce confrère et ami lorsqu'il a fait sa vente hier et qu'il disait avoir eu quelques regrets. Je ne vous cacherai pas, moi aussi, j'ai déjà vendu des choses quand j'y repense. Des fois, en affaires, dans le commerce, des fois, c'est les meilleurs deals, c'est ceux que l'on ne fait pas. Mais cette image de la librairie dans le désert donne à rêver, n'est-ce pas? On n'imagine pas ça. Mais telle est la vie mystérieuse des livres. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Oh non, tenez. J'ai pas fini. Je vais vous montrer quelques-uns des livres dont je me suis porté acquéreur aujourd'hui. Alors, quelque chose de assez rare. Conte indien de la basse Côte-Nord du Saint-Laurent par Rémi Savard. La Grande Paix, chronique d'une saga diplomatique avec des illustrations de Francis Bach, le fils de Frédéric. D'audace en mémoire, le lieu dit la Chine, un regard archéologique. Un site archéologique où on retrouve des artefacts autochtones. Histoire des Autochtones du Nord canadien. Enclave amérindienne, les réductions du Canada. D'Olive Patricia Dickinson, le mythe du sauvage. L'épée et la plume, amérindiens et soldats des troupes de la marine en Louisiane et au pays d'en haut. C'est le Far West ici, hein? N'oubliez pas, le vrai Far West, c'est pas celui de la côte ouest américaine, celui de l'ouest américain. Le véritable Far West, la véritable terre du Far West, c'est le
Québec. C'est l'Amérique française. C'est là où il y a la vraie histoire. Personne ne veut le voir, ça, incluant les Québécois. Personne ne veut le voir parce que c'est trop fou. Mais c'est ça, la vraie histoire. Les liens, je veux dire, quand on pense qu'il y a des explorateurs, quand on pense qu'il y a des explorateurs qui ont appris les langues autochtones, qui se sont mêlés au peuple autochtone, les coureurs de bois connaissaient les langues et traversaient le continent. Ça n'a rien à voir avec les films les films Hollywood ou avec les bons et les mauvais Indiens. Ça, c'est un délire colonial. Mais la vraie histoire de l'Amérique, c'est l'histoire de l'Amérique française et des Autochtones. Alors, on va montrer encore quelques-uns. Histoire des Indiens des États-Unis. Guerre indienne, du Mayflower à Wounded Knee. Celui-ci... J'ai dit souvent tout le bien que je pensais de cet auteur. Gilles Havard. Empire et métissage, indien et français, dans le pays d'en haut, 1660, 1715. C'est une somme, ça c'est quelque chose. C'est extraordinaire. Un très, très grand livre. Allez, deux derniers, puis on n'en parle plus. Chrétien Leclerc, Nouvelle relation de la Gaspésie. Joseph Letreste, Souvenir d'un missionnaire breton, imaginez donc, dans le nord-ouest canadien. Hein? C'est quand même pas croyable. Hein? Un breton avec les cris du nord-ouest canadien. Écoutez, si ça ne vous donne pas à rêver, je ne sais plus quoi faire avec vous. Ben voilà. J'en connais un demain qui va se régaler. Parce que j'ai quelques amateurs de livres sur les Autochtones. Dont un, je lui envoie un petit message. J'ai reçu quelques livres, mais là, j'en ai reçu beaucoup, beaucoup. Et certains que je n'ai jamais vus, en fait. C'est pas qu'ils sont tellement rares, mais c'était de petits tirages qui sont, la plupart du temps, rapidement épuisés. Je vous dis à demain.